Bonjour à tous, Patrick ici qui vous parle. Je suis en coup de vent dans l'émission pour vous dire que pendant mes semi-vacances, comme vous le savez, ce n'est pas moi qui présente cet épisode. Après l'épisode avec Jérôme la semaine dernière, on a aujourd'hui un épisode avec Guillaume qui mène la conversation, évidemment lui aussi d'une main de maître. Donc je vais vous laisser dans ses mains expertes, mais avant ça, je vous rappelle que si vous êtes à Paris le 26, il y a une rencontre le 26 août. Il y a une rencontre qui est organisée au Corcoran du Sacré-Cœur. Tous les détails sont sur le site bien sûr, mais n'hésitez pas à vous joindre à nous. Comme je le disais, il y a sans doute moins de monde qui va être présent parce qu'on est encore en août. Pour des raisons d'emploi du temps, c'est un petit peu compliqué à organiser autrement, mais venez nous dire bonjour, nous saluer et puis boire un petit coup ensemble, ça serait sympathique si vous êtes disponible. Donc voilà, je vous laisse, comme je le disais, dans les mains expertes. Ça va devenir l'expression consacrée quand je ne suis pas dans l'épisode, les mains expertes de Guillaume, et moi je reviens la semaine prochaine, rafraîchi et heureux, comme toujours, de vous retrouver. Je vous fais des grosses bises et à très vite. Cette émission est entièrement financée par ces fabuleux auditeurs. Si vous aussi, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, rendez-vous sur patreon.com/rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Après l'épisode mené d'une main de maître par Jérôme Kainborg, c'est encore un remplaçant de Patrick qui va vous accompagner pour cette émission. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de vous présenter exceptionnellement cet épisode 258 au milieu de l'été 2018. Il est évidemment pas possible de remplacer totalement Patrick qui profite de quelques jours de repos bien mérités. Mais l'objectif est bien de vous proposer une émission la plus intéressante et la plus divertissante possible. Alors au sommaire, on va vous parler de fake news, de nouveautés qu'il fallait relever, notamment dans l'univers des smartphones et des smartphones Samsung en particulier, sans oublier les news et rumeurs. Et puis pour parler de tous ces sujets, je suis accompagné par deux chroniqueurs de génie. D'un côté, un habitué du Rendez-vous Tech, journaliste chez Frandroid et Numérama, Cassim Ketfi. Salut Cassim, comment vas-tu ? Ouais, de génie au moins, t'es pas en train de survendre la chose là déjà. Mais non, autant rendre à César ce qui lui appartient, tu sais comment c'est. Et puis j'ai également le grand plaisir de retrouver l'un de mes youtubeurs préférés, notamment amoureux d'Apple et de sa philosophie. Salut Léodoff, comment vas-tu ? Salut, bah écoute très bien, moi je trouve que de génie ça me va parfaitement. Mais oui, restons là-dessus, après tout, nous sommes tous les trois personnes de génie, c'est très bien. Je crois que c'est ta première émission, hein, Léo, dans le Rendez-vous Tech, donc grand plaisir. Voilà, sans autre forme de procès, on va attaquer tout de suite les news du moment. Alors le premier sujet, on va essayer de vous parler un petit peu de fake news. Alors vous allez voir que dans certains des sujets où on va vous parler de fake news, ce ne sera qu'un prétexte pour parler d'autre chose. Mais je voulais dans un premier temps qu'on revienne sur une espèce d'événement qui a défrayé un petit peu la chronique dans l'ActuTech ces derniers jours depuis une semaine. Alors je vais pas vous reparler en détail de l'affaire Benalla, je pense que c'est pas le lieu de redétailler cette affaire en tant que telle. Pour ceux qui auraient passé toutes leurs vacances à se couper des médias, sachons juste que l'affaire Benalla, c'est le nom d'un monsieur qui travaille, ou plutôt qui travaillait de manière assez proche d'Emmanuel Macron, et qui a été filmé et dont les vidéos ont été diffusées dans le cadre d'événements qu'on peut qualifier de dérangeants et faisant preuve d'un peu de violence. Alors évidemment, ça a fait pas mal de polémiques, mais c'est pas tant là qu'on va bien entendu s'arrêter dans cette émission. On pourrait revenir plutôt sur ce qu'a fait une société belge qui prétend lutter contre la désinformation et qui a essayé de peut-être associer un peu les buzzwords autour de cet événement, d'associer l'affaire Benalla à ingérence russe, et ils ont essayé de creuser pour essayer de savoir si finalement tout ce qui s'était dit derrière cette affaire Benalla et tous les échanges qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux autour de cette affaire n'était pas le fruit, au moins en partie,
d'instrumentalisation de politique étrangère et notamment de politique russe. Et donc ils ont mis en place une étude, enfin ils ont mené une étude. Et on va détailler très rapidement la manière dont a été faite cette étude, puisqu'ils ont donné la méthodologie en diffusant les résultats de l'étude. Ils ont pris 2 fichiers qu'ils ont constitués eux-mêmes, basés sur Twitter. Le premier fichier listait tous les comptes Twitter, grosso modo, qui parlaient de l'affaire Benalla. Et ils ont donc établi la liste des tweets qui étaient associés, et ils ont établi avec ce premier fichier que 1% des comptes, donc une immense minorité des comptes qui ont parlé de l'affaire Benalla, a produit presque la moitié du contenu relatif à l'affaire sur Twitter. Alors déjà, on pourrait presque s'interroger, est-ce que c'est vraiment le cas que de l'affaire Benalla, ou est-ce que c'est le cas de l'ensemble des sujets qui sont abordés sur Twitter? Est-ce que finalement, l'immense majorité des contenus qui sont abordés sur Twitter et sur les réseaux sociaux n'est pas apporté que par un faible pourcentage de comptes? On va peut-être y revenir ensemble. Et en tout cas, il y avait un deuxième élément de comparaison avec ce fichier qui est une liste de comptes, et notamment la corrélation de ces comptes qui sont listés dans le premier fichier Excel, dans le premier tableau, avec les réseaux de désinformation, et notamment les liens avec des médias à consonance russe. On peut citer Sputnik, Russia Today et Macron Leaks, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ils ont fait des associations avec ces comptes, avec ces univers-là. Sur le fond de l'étude, à la limite, il y a peut-être beaucoup à en dire ou pas. Il y a d'ailleurs d'autres médias tels que Le Monde qui ont vachement nuancé cette étude. C'est pas les seuls, D'ailleurs, il y a la cellule du Monde qui s'appelle Les Décodeurs sous la plume de Samuel Laurent qui est intervenu aussi pour dire que effectivement, il y avait des choses qui étaient pas très nettes, mais que ça allait peut-être un petit peu plus loin dans les discussions qu'est-ce qu'il faudrait que ça aille. Et notamment, il y a ce qu'on peut qualifier d'être une espèce de sous-affaire, d'une affaire dans l'affaire, où finalement on pointe du doigt assez rapidement le fait que cet organisme belge a tout simplement collecté des données, alors on va en parler ensemble, à caractère personnel, qui sont ces tweets et qui sont finalement toutes ces listes de comptes d'utilisateurs sur Twitter, et d'en avoir fait, de les avoir rassemblés sous un même fichier, et surtout d'en avoir fait un traitement dans la donnée, dans le sens où ils ont été rapprochés d'autres informations. Évidemment, quand on creuse le sujet, on se rend très très vite compte que ce type de manipulation de données à caractère personnel, donc des expressions de la part d'utilisateurs sur Twitter, c'est des choses qui sont très clairement encadrées non seulement par la CNIL, mais à plus forte raison par le RGPD, donc la nouvelle réglementation sur les données à caractère personnel qui a été mise en place par l'Union européenne, et dont on a longuement parlé, dont on va peut-être pas revenir en détail, mais a très vite été soulevé, finalement, l'usage très très controversé qui peuvent être faits de la part de cet organisme vis-à-vis des comptes sur Twitter et de l'expression qui en était faite. Alors du coup, moi je me suis assez vite interrogé sur le fait que effectivement, quand on prend les choses au pied de la lettre sur l'usage de la part de cet organisme et de Twitter, ça ressemble quand même noir sur blanc à ce qui est indiqué dans les cadres réglementaires de ce qu'il faut éviter de faire, c'est-à-dire collecter des données liées à des données personnelles et donc les lister sans le consentement et en faire des traitements, donc de rapprocher des fichiers. Et en même temps, finalement, ils sont partis de données vraiment publiques, et on est aussi en droit de se dire dans quelle mesure est-ce que ce qui est diffusé sur Twitter, est-ce que ce qu'on diffuse aujourd'hui sur Twitter, ce sont des données à caractère personnel, est-ce que finalement on prend bien la mesure de ce qu'on fait quand on publie sur Twitter. Il y a un sentiment un petit peu curieux à ce sujet. Cassim, de ton côté, t'as suivi, j'imagine, évidemment l'affaire. Donc je parle pas vraiment de l'affaire Benalla, mais plus de cette affaire de cet organisme belge. Est-ce que toi tu fais partie de plutôt ceux qui trouvent que le traitement qui est fait est abusif, ou est-ce que finalement tu trouves qu'il y a un petit peu trop de vagues qui sont faites pour un faux sujet de fond sur une étude qui finalement et apporte finalement peut-être pas tant d'infos que ça, et sur lesquelles il y aurait peut-être beaucoup de choses à redire sur la méthodologie?
Disons, alors déjà, bon, effectivement, l'étude portait sur essayer de vérifier en fait, les vecteurs de diffusion de l'affaire Benalla et savoir s'il y avait une volonté sur Twitter de peut-être faire paraître l'affaire plus grosse qu'elle ne l'était. Bon, au-delà de l'affaire, de toute façon, il y avait déjà d'autres métriques en fait, d'autres mesures qui permettaient de vérifier déjà l'attrait de l'affaire en dehors de Twitter. Il suffisait de vérifier par exemple les audiences qu'avaient fait les chaînes du Parlement et de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc qui ont battu des records d'audience en plein milieu du mois de juillet sur l'affaire. Donc bon, on sentait déjà, enfin déjà, on pouvait se douter que non, enfin à part si on imagine que des agents russes ont tous mis LCP Public Sénat au même moment sur leur chaîne de télé. Non, a priori, voilà. Mais sur et puis le périmètre juste d'étudier uniquement Twitter, enfin de se concentrer sur Twitter avec cette méthodologie-là, c'est peut-être un peu réducteur, effectivement. Voilà, t'en parlais un petit peu, mais effectivement, sur Twitter, en fait, toutes les affaires, quand on prend le chiffre, c'est facile de dire 1% des comptes Twitter, 50% du volume. En fait, c'est parce que 1%, c'est 1% d'un nombre énorme de personnes. Surtout, alors je sais plus le pourcent, il représente, c'était sur les utilisateurs total de Twitter ou c'est C'était sur le nombre d'utilisateurs qui ont mentionné l'affaire, effectivement, D'accord. sur l'ensemble des gens qui ont cité l'affaire Benalla dans leur tweet. Mais toujours est-il que de toute façon, sur Internet, c'est toujours quelques comptes effectivement qui génèrent le plus de contenu et c'est quelque chose d'assez classique. Alors après, c'est peut-être pas dans ces proportions exactement. Il y a peut-être eu un peu plus que d'habitude ou un peu moins, peu importe. Mais c'est pas quelque chose de complètement incroyable de voir que en fait quelques comptes ont fait plus de contenu que la majorité, quoi. Sur Twitter, je pense qu'il y a plus de lecteurs que de personnes qui écrivent des tweets, en fait. Évidemment. Et du coup sur le sentiment du coup de pointer du doigt le fait qu'il y a un traitement des données, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent, alors on n'est pas juge, on n'est pas avocat, c'est pas à nous de dire ce qui est légal et pas légal, mais enfin à chaud j'ai quand même le sentiment qu'il y a un affrontement entre ceux qui disent que c'est pas légal et c'est carrément abusif, et ceux qui disent non mais vous êtes gentils, ils se sont basés sur des données publiques qui ont été données sciemment par des gens, donc il y a peut-être certaines choses à revoir, mais enfin bon, dans le fond de l'histoire on en fait tout un flanc pour pas grand chose, quoi. Alors moi je suis plutôt dans le premier camp, c'est-à-dire que des deux choix, j'estime que même si ces données sont publiques, même si tu as choisi de publier des données sur toi, sur ton compte Twitter en public ou d'écrire dans des tweets, ça donne pas automatiquement le droit à une entreprise ou une association de faire un fichier qui recense toutes les personnes et toutes les tweets et de les mettre en corrélation supposée avec des orientations politiques, etc. Moi j'étais plutôt dans la personne qui était gênée. Après effectivement c'est quand même ça reste des données publiques. Je comprends l'idée qu'on puisse se dire mais c'est en public donc autant se servir, mais c'est quand même pas comme ça que fonctionne le transfert d'informations sur internet. C'est pas Bien comme sûr. ça que en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc tout le monde doit être dans les clous. La CNIL est là pour ça, justement, malgré son pouvoir somme toute assez limité de juridiction, quoi. Mais d'ailleurs assez déjà saisi de l'affaire, et donc on attendra les conclusions de la CNIL, mais non, a priori il y a a priori il y a un problème légal quand même sur le fond, quoi. Elle a été mobilisée par de nombreux internautes et utilisateurs sur Twitter qui se sont retrouvés dans ce fichier. Alors, faut savoir que pour accéder au fichier, si je dis pas de bêtises, faut avoir notamment des accréditations en tant que journaliste. Ça a pas l'air d'être vraiment très très clair la manière dont sont rediffusées les infos derrière, mais en tout cas, il y a un sentiment un peu bizarre, c'est que chacun des comptes sont associés à finalement un matricule, et c'est là-dessus que surfent aussi pas mal de détracteurs de cette étude. C'est que ils se plaignent du fait qu'ils ont été associés à un matricule. Évidemment, ça crée un sentiment de confusion un petit peu par rapport à tout ça. Léo, ta position? Rapidement pour dire qu'en plus, c'est vrai que c'est une étude qui a été rapidement reprise sans forcément. Comme beaucoup. Hein. Oui, voilà, comme toujours, quand il y a quelque chose qui va dans notre sens, je le fais aussi. T'as vite fait de le reprendre en te disant vous voyez, j'avais bien raison, et en fait tu te rends compte après que l'affaire était problématique.
Ça pose la question, hein, d'ailleurs. Enfin, je pense qu'on est tous à pointer du doigt ceux qui rediffusent du contenu sans le lire intégralement. Malheureusement, je crois qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à faire ça. Je le reconnais, voilà, moi le premier. Et du coup, ça pointe aussi du doigt peut-être aussi certaines dérives des usages. Est-ce qu'on parle pas un peu vite sur Twitter? Est-ce qu'on s'exprime pas un peu vite? Et est-ce que on n'a pas tendance à relayer un peu vite les choses? Léo, t'as perçu ça comment? Ça te paraît un petit peu bizarre cette histoire? T'es un peu amer? Ou est-ce que finalement, là encore, il y a un flanc pour pas grand-chose? Écoute, ça me paraît un peu bizarre maintenant que je vous en entends parler en fait. Mais c'est vrai que j'aurais lu l'article, pas tellement, je pense que rien ne m'aurait choqué. Là, je suis pas choqué pour autant, mais je me pose des questions. Ça t'interpelle un peu en sachant que il y a un certain nombre de choses aussi qui sont bizarres, et notamment le format de l'étude. Alors on parle quand même de documents Excel. Certes, il y a des infographies qui sont très bien menées, mais aujourd'hui on peut réaliser très belles infographies sur la base de données qui sont extrêmement simplistes. Et puis il y a même le format dont a été diffusée l'étude, qui est une page Spark. Donc Spark, c'est un outil de la suite Adobe pour mettre en ligne de manière très rapide et très simple, sans se prendre la tête sur la technique, du contenu sur le web, et tout ça donne un sentiment un petit peu bizarre, et ça donne une impression un petit peu de manque de crédibilité, et donc finalement on se demande si ça retourne pas un petit peu le regard contre les auteurs de l'étude. Bon, donc un enseignement en tiré, ne diffusez pas des tweets trop rapidement, même si c'est le principe de Twitter, et ne rediffusez pas trop vite, et prenez le temps de creuser ce qui est présenté sous la forme d'une étude. Ça, c'est un enseignement de fond. Autre sujet autour des fake news, c'est notre ami, si j'ose dire, Alex Jones, qui est... je me désolidarise immédiatement de cette phrase. Je vais retirer le terme d'ami qui est allé beaucoup trop vite dans ma présentation. D'Alex Jones, qui n'est pas le frère du chanteur Tom Jones, ça marche pas. Non mais c'est introduction de news là. Sujet suivant. D'Alex Jones, qui est un présentateur, et on va mettre de côté quelques sourires pendant quelques minutes pendant qu'on va parler de ce sujet, qui est un présentateur de plusieurs émissions d'ailleurs, purement conspirationnistes. Donc il y a plusieurs thèmes qui lui sont chers, mais évidemment tout ce qui touche de près ou de loin au conspirationnisme aux États-Unis est un sujet qu'il reprend et sur lequel il surfe beaucoup. D'ailleurs, il avait interviewé Donald Trump. Ils avaient eu une conversation diffusée sur le web pendant les élections. Et voilà, il y a le côté un petit peu, tout ce que vous pouvez vous imaginer de sulfureux de Donald Trump, vous pouvez mettre ça en x10 et vous l'attribuer à Monsieur Jones. Et je pense que vous aurez un portrait assez réaliste de la personne. Un exemple assez concret, c'est le fait il fait partie des gens qui nient la tuerie de l'école... je sais plus laquelle. Il y avait eu une tuerie Sandy Hook. Il y avait eu une tuerie aux États-Unis. Il faisait partie des personnes qui pensaient que c'était des acteurs et que tout avait été fabriqué, quoi. Bien sûr. Alors il y en a plein. Hein. Enfin, si on creuse le sujet, effectivement, il y a aussi, c'était lui qui avait notamment relayé activement. Alors, il n'était pas à l'origine, mais activement l'histoire sur le certificat de naissance prétendu d'Obama, qui serait pas américain. Enfin voilà, tous ces sujets que vous pouvez vous imaginer être très faciles à propager sur le web. Vous pouvez vous imaginer que c'est des sujets qui se plaisaient à relayer. Et il a plusieurs émissions. Il surfe beaucoup sur les nouveaux médias, donc notamment YouTube. Les podcasts, évidemment sur Facebook, et puis sur les réseaux sociaux en général. Ça fait évidemment partie de ces individus et de ces thèmes qui sont abordés, sur lesquels il y a toujours un arbitrage à faire, je pense, de la part des sociétés qui diffusent ces contenus ou qui aident à la diffusion de ce contenu. C'est de dire à partir de quel moment est-ce qu'il y a une liberté d'expression, et on sait que tout ça est d'origine aux États-Unis avec une liberté d'expression assez particulière et assez exacerbée. Là-bas, c'est un droit relativement important. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on les laisse s'exprimer, ces personnes-là, et dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas un rôle de... j'ose pas utiliser le terme de censeur, mais à minima de modérateur des contenus qui sont diffusés au grand public. Alors il y a eu pas mal d'arbitrage, et puis on a senti que ces différentes sociétés petit à petit commençaient à prendre des actions. Il y a Facebook qui a notamment suspendu pendant 30 jours l'accès au compte d'Alex Jones à la gestion de ses pages, donc une initiative mais relativement ténue quand même. Et assez vite les choses se sont quand même emballées, avec notamment YouTube qui a suspendu
la chaîne d'Alex Jones, donc Infowars, qui cumulait quand même 2,4 millions d'abonnés. Et puis, dans la foulée, il y a aussi Apple qui a déréférencé et qui a même supprimé du catalogue de podcasts et d'iTunes les podcasts d'Alex Jones. Il y en avait plusieurs. Ils ont été suspendus également de Spotify. Ils ont été retirés de Spotify. Et en revanche, il reste quelques éléments qui sont encore présents. Pour lesquels Alex Jones est derrière. Il y a notamment une application qui est disponible sur l'App Store, Infowars, qui est toujours présente, donc ça c'est paradoxal peut-être de la part d'Apple au premier coup d'œil. Il n'est pas non plus censuré spécifiquement sur Twitter. Évidemment, tout ça c'est compliqué, parce que si jamais on le censure, ça donne du grain à moudre à ces conspirationnistes qui justement disent vous voyez, on est censuré, donc ça donne encore plus de crédit. Alors, comment est-ce qu'il faut agir par rapport à Alex Jones ? Comment est-ce que vous percevez que l'action serait la plus saine ? Est-ce que Léo, toi, au premier coup d'œil, tu as l'impression, encore une fois, j'oppose de manière manichéenne deux positions, mais je vous laisse apporter votre vision des choses. Est-ce que tu as le sentiment que Alex Jones, faudrait le laisser parler, même s'il dit des énormités, quitte à ce que ce qu'il dit soit traduit en justice si jamais ça a matière, mais c'est pas le rôle de ces plateformes-là de modérer, puisqu'on sait pas jusqu'où ça va aller après. Ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'il est grand temps que ces plateformes aient une responsabilité sur les contenus qui sont diffusés ? Évidemment, on a à l'esprit aussi tout ce qui a pu être abordé, encore une fois, dans le cadre des fake news pour les élections américaines ou pour le Brexit. Comment est-ce que tu penses qu'il faut agir ? Est-ce que tu penses que les sociétés, là, prennent la bonne direction ? Moi, je suis pas trop pour la censure. Je pense pas que ce soit la solution et je pense pas qu'il en faille une. Même si d'un autre côté, Facebook a déjà testé avec les sites qui relaient des fake news de mettre en dessous des petites vérifications en disant non, regardez, cet article a dit que ça c'était faux, etc. et que ça a visiblement pas trop marché puisque les gens continuent à partager ces fake news. Je pense pas qu'il faille censurer des gens, censurer des messages. D'autant plus qu'au final, la censure, on sait pas à quel degré elle s'applique en fait. Quand Apple dit Apple ne tolère pas les discours haineux, on dit oui, mais qu'est-ce qu'un discours haineux ? Est-ce que si demain je fais un podcast pour dire ouais, les emojis sur Android ils sont dégueulasses, est-ce que c'est un discours haineux ? C'est-à-dire, tant qu'il y aura pas une intelligence artificielle qui mettra un degré sur ça c'est trop, ça c'est pas assez, je pense pas que la censure moi soit une solution. Est-ce que tu ferais plus confiance, c'est intéressant du coup qu'on creuse aussi cet aspect-là, est-ce que tu ferais plus confiance à un algorithme et encore le problème ce serait de dire que cet algorithme on va pas savoir forcément exactement comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont ses limites, dans quel niveau il est faillible. Est-ce que tu serais toi plus confiant qu'un algorithme gère ce genre de choses en te dédouanant d'une certaine manière d'une intervention humaine, bien que ce soit quand même compliqué quoi. Complètement, parce que je pense que ce serait plus précis, il y aura un degré défini, alors que quand tu dis quelqu'un machin ne tolère pas les discours haineux, tu vois, ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire. Donc je ferais plus confiance à un algorithme. Je dis pas que ce serait la solution, mais je lui ferais plus confiance, ouais. Cassim, dans cette situation là où on voit des choses qui sont maintenant unanimement censurées de la part d'Alex Jones, où est-ce que va ton bon point par rapport à la gestion de ce problème Infowars ? Ouais, sur ces questions-là, t'es toujours partagé, mais alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que sur la liberté d'expression, aux États-Unis, même si elle est très large, ce qu'elle encadre, en fait, c'est le fait que le gouvernement n'a pas le droit de t'arrêter pour ce que tu dis. En revanche, c'est une liberté, c'est pas un droit, dans la mesure où, en gros, ça veut pas dire que Twitter est forcé par la loi de te laisser parler, en fait. Bien sûr. Ça veut dire que donc Twitter a très bien le droit, s'ils veulent, sans que ce soit se faire justice soi-même, sans que ce soit machin, de dire ce compte-là, on a juste pas envie qu'il s'exprime sur notre plateforme. Et aussi bien que quand je vais sur le forum de Frandroid, si je commence à insulter des gens, Frandroid, on a le droit de bannir des gens de notre forum. Selon les règles évidemment que vous êtes mises en place et que vous avez affichées. Mais en soi, il y a rien qui nous empêche de bannir quelqu'un, voilà. Et donc c'est ça, faut bien le comprendre sur la liberté d'expression. Souvent, on pense que ça veut dire qu'on peut tout le temps tout dire n'importe quoi et que personne n'a le droit de nous censurer. C'est le gouvernement n'a pas le droit de t'enfermer pour ce que tu dis. En revanche, il y a Twitter ou Facebook, par exemple, ont le droit de ne pas accepter que tu viennes sur leur page, quoi. D'ailleurs, par exemple, si on reprend le cas d'Apple, pendant longtemps, je sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant longtemps, les applications qui mentionnaient Android dans leur nom étaient interdites parce qu'elles mentionnaient un produit concurrent. Non, mais c'est un cas qui montre bien que, sans que ce soit politique,
qui montre bien que Apple a le choix, tu vois, faisait un choix sur ce qu'il publie ou non. Là, en retombant dans le truc politique, voilà. Sur le problème, après, ça c'est le principe. Sur le problème, je comprends bien l'idée qu'on ne sait pas où mettre la barre et que ça veut dire mettre entre les mains de Twitter et Facebook, qui sont des plateformes importantes. C'est-à-dire qu'en fait, si Twitter t'interdit d'être sur Twitter, tu perds un vecteur important de diffusion de l'information. Et admettons que ce soit contre un gouvernement hostile, comme le gouvernement. Certains pourraient le considérer pour les États-Unis par exemple en ce moment, mais ou des gouvernements encore plus de dictature, etc. Là, on se dirait non, il faudrait que Twitter laisse parler les opposants et ce serait mal du point de vue de Twitter de censurer les personnes. Moi, je pense. Après, ceci étant dit, je pense que là, en l'occurrence, Twitter fait une erreur en ne supprimant pas le compte et en faisant le jeu du nous on juge pas, on laisse tout le monde faire tout et n'importe quoi sur notre plateforme. Ouais. Je pense que là ils font une erreur. Ouais, alors c'est un peu ce qui est pointé du doigt effectivement. Alors après encore une fois, j'imagine que pour ces sociétés-là, c'est toujours compliqué de savoir, comme on l'a dit. Ce qu'on accuse Twitter de faire en fait surtout, c'est de écouter le portefeuille plutôt que la politique en gros. C'est pas que en gros, quand le patron de Twitter qui est @Jack fait ses messages pour expliquer oh là on est très désolé, vraiment c'est nous on n'est pas politique donc on laisse pas tout le monde parler. En fait en vrai ce qu'ils veulent dire surtout, enfin ce qu'ils laissent transparaître, c'est ces comptes-là sont extrêmement populaires. Celui de Donald Trump en particulier, qui est le premier diffuseur de fake news dans le monde. Et ces comptes-là, si Twitter les ferme, c'est une part de revenus forcément. Enfin, c'est du trafic qui serait généré en moins. Et en tout cas, c'est une accusation qu'on leur porte de laisser exprès. Laisser exprès des gens s'exprimer sur Twitter qui devraient censurer pour augmenter leurs revenus, augmenter en tout cas leur trafic, leur nombre d'abonnés, etc. De mauvais avocats diraient que Twitter a plus besoin de revenus que les autres sociétés qu'on a citées. Après, je pense que c'est pas à la limite aussi simple que ça non plus, dans le sens où quand on creuse un petit peu, et notamment il y avait des éléments qui étaient relayés dans le cadre du newsletter là, qui est publié sur le site de The Verge, mais qui est diffusé aussi en newsletter, où il y avait une description un peu de la façon dont ça s'était fait du côté de chez Facebook pour la censure, puisque ça s'est fait en plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il y a eu des accès qui ont été retirés, je l'ai dit tout à l'heure. Mais à terme il y a aussi des pages qui ont été vraiment retirées, et ça s'est fait après qu'Apple ait retiré les contenus de type podcast sur les plateformes et sur les catalogues de podcasts qu'il propose, et donc on a l'impression qu'il y a une espèce de jurisprudence entre les sociétés en termes de qui bouge le premier quoi. Et voilà, qui bouge le premier, et puis les autres s'engouffrent. Alors au début tu fais des petits actes pour montrer que tu fais quand même des petits gestes positifs, et puis après une fois que tu vois qu'il y en a un autre qui a ouvert les vannes, tu les ouvres aussi, mais in fine on se rend compte quand même qu'ils sont tous plutôt en train de réfléchir avec leurs process respectifs à des niveaux différents à comment intervenir par rapport à ça, et ils restent pas non plus complètement les bras croisés. Et on peut aussi imaginer, on n'en sait rien, on verra dans les jours et les semaines à venir, que Twitter va tout simplement aussi suivre le mouvement, mais parce qu'ils n'ont pas réagi avec le même niveau de réactivité, ce qui peut être un peu paradoxal pour ce média qui se veut justement celui de la réactivité pure, quoi. Twitter, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils sont pointés du doigt sur des affaires comme ça, quoi. C'est pas la première fois qu'ils sont au centre d'un débat. C'est pas une exception, exactement. Et puis alors un dernier élément aussi à noter je parlais tout à l'heure de l'application qui est reliée à InfoWars sur l'App Store. Alors oui, c'est paradoxal, les podcasts sont retirés, mais vraiment du catalogue. Les podcasts sont toujours accessibles en dehors. Vous savez probablement mieux que n'importe qui comment fonctionnent les podcasts, mais ils sont plus référencés par les catalogues d'Apple. Mais par contre, il y a l'application qui est toujours dispo, et ça peut faire un petit peu douter de la démarche d'Apple. Et de fait, ils ont des règles qu'ils essaient d'appliquer par rapport au contenu des podcasts, mais qui se veut aussi spécifique pour les applications, et notamment ils disent que c'est bien le contenu qui est présenté par les applications, dans le cadre notamment des éléments de description que vous avez sur l'App Store, qui peuvent permettre d'intervenir. Et finalement, Apple, il vérifie un code qui permet d'amener du contenu, il vérifie une description de l'application, mais ils sont pas à même d'intervenir, en tout cas à ce stade-là, et pour l'instant, et au vu de ce qui s'est passé, sur le contenu qui est relayé
par l'application, qui est finalement du contenu depuis le web, mais qui est remis à disposition dans l'application. Donc le cas de l'application, en l'occurrence, c'est comme si c'était une sorte de coquille. Ils peuvent pas vérifier quel contenu est diffusé dans la coquille. Ils laissent faire pour l'instant, quoi. Si on tirait la logique, c'est comme si là, dans ce cas-là, c'est comme si on disait, regardez, InfoWars est sur Twitter. Donc sur Twitter, il y a des fake news qui sont diffusées. Donc, il faudrait retirer l'application Twitter de l'App Store. Tu vois, en tirant un peu la chose. Exact. T'as raison pour faire l'analogie. Effectivement, il faudrait aller jusque-là. Ce qui serait dommage. Ce serait un petit peu excessif quand même. Alors on a bouclé sur nos sujets, on va dire légaux et autour des fake news pour cet été. On va pas vous assommer plus avec ce sujet-là. Par contre, on va vous assommer avec d'autres sujets. Le sujet que j'ai subtilement nommé, j'ai retrouvé le cahier de Borguerie là sur le bureau du Rendez-vous Tech. Rien de neuf sous le soleil, donc je vous laisse faire le lien. Il est assez évident. C'est en lien notamment avec l'annonce de Samsung pour le Samsung Galaxy Note 9. On va parler effectivement un petit peu plus des smartphones. Alors, Léo, je vais donner en quelques mots un petit peu ce qui constitue les éléments caractéristiques de ce smartphone, et puis je vais te laisser, et Cassim aussi, nous donner en quelques minutes votre sentiment sur cet appareil. Alors, en gros, le Samsung Galaxy Note 9, c'est le même que les précédentes versions, mais en plus puissant, avec une beaucoup plus grosse autonomie, et notamment une meilleure qualité dans l'ensemble, mais pas des grosses révolutions. Il y a les choses notables, en tout cas selon moi, et ce que j'ai vu passer, c'est le S Pen, donc qui est ce fameux accessoire de type mini stylet qui est fourni avec le Samsung Galaxy Note 9, qui est Bluetooth et qui va permettre du coup d'avoir des interactions un petit peu plus poussées. Il y a le DeX qui va être un câble. Alors le DeX, c'est cette fonctionnalité qui permet de transformer ce smartphone, c'est une arlésienne, en ordinateur à part entière en le branchant à un écran, et puis aussi avec un clavier et une souris, en faire un vrai ordinateur. Donc le DeX qui va être possible désormais avec un seul câble, alors qu'avant il fallait une espèce d'adaptateur. L'appareil photo à ouverture variable qui a déjà été présenté dans le Samsung Galaxy S9. Et puis, un élément quand même qui est pas caractéristique de l'appareil, mais qui a fait pas mal de bruit, et on va en parler un petit peu aussi, c'est l'exclu Fortnite pendant quelques jours sur les appareils Samsung. Alors Léo, toi je sais que tu es un grand adorateur de tous ces appareils, on sait que tu as une préférence dans la philosophie Apple, mais pour autant ça t'empêche pas de regarder de manière assez objective, je dirais, tout ce qui se passe dans la concurrence, et évidemment t'as pas pu manquer cette annonce, même si on n'a pas appris beaucoup de choses, t'as suivi l'annonce. Alors, ce qui m'a empêché de manquer la conférence Samsung, c'est la conférence Samsung, en fait. J'ai commencé à regarder et j'ai trouvé ça absolument insupportable. Le produit, je pense, est excellent. Le Note 9, il y a pas non plus énormément de nouvelles fonctionnalités, mais je pense que le produit est très très bon. Mais j'ai du mal avec le message, en fait. Je comprends pas ce que fait Samsung, je comprends pas à qui s'adresse ce Note 9, puisque c'est pour les professionnels, etc. Mais juste après avoir dit oui, pour plus de productivité, on vous a mis une super batterie, ils disent et un skin Fortnite. J'ai vraiment du mal à comprendre la cible de ce smartphone. Après, ils présentent le DeX, tout ça pour mettre une vidéo sur un grand écran et taper et écrire sur des notes sur le téléphone. Je comprends pas non plus l'intérêt. Le truc qui a été cool au final, moi, c'est le S Pen. Je trouve ça très malin d'avoir mis du Bluetooth à l'intérieur. J'ai hâte de voir les usages qu'on pourra en faire. Et à part ça, je retiens pas grand chose. Je crois pas qu'il y ait grand chose de nouveau sur le Note 9 en fait. Notamment ce S Pen qui peut permettre de servir, pourquoi pas, de télécommande, c'est un truc qui a été pas mal relayé pour des présentations, des photos, ça c'est très ingénieux, ça c'est très ingénieux. C'est à part ça, je retiens rien. Et il y a un truc qu'il faut surtout arrêter de faire, c'est terrible, mais les directeurs asiatiques qui parlent anglais pendant 15 minutes au début de chaque conférence, il faut arrêter ça. C'est insupportable à regarder, vraiment. Il y a un trou, il y a un blanc entre chaque mot, c'est insupportable. Il faut arrêter ça. Moi, ça me fait partir directement. Ouais, limite, tu préférerais en tout cas qu'ils parlent dans leur langue complètement en coréen et que ce soit sous-titré, et ce serait beaucoup plus agréable. Je comprends ce que tu veux dire. Cassim, ton regard, peut-être avec une autre vision ou une vision complémentaire qui va rejoindre celle de Léo sur ce produit et sur l'annonce aussi. Bon, alors, sur la conférence, j'aurais du mal à pas être, à ne pas, enfin bref, à être d'accord. Consensus. Ouais, je suis assez d'accord avec Léo. Dans le sens où elle était pas forcément terrible la conférence. Si t'es parti avant la fin, par contre tu as raté ce moment gênant de présentation de Bixby où l'assistant met 20 secondes à répondre et où le démonstrateur est obligé de demander bon bah là c'est le moment où vous applaudissez, et là et la salle qui est obligée de réagir et d'applaudir. Ah, merci. Et voilà. Enfin, c'est ce genre de choses qui contribuent effectivement à une forme de malaise quand on regarde ce type de présentation. Ouais.
Puis on peut des fois se poser la question dans la mesure où, de se dire, est-ce que les fabricants devraient continuer à faire ce genre de conférences tout le temps pour chaque produit, ou est-ce qu'ils pourraient peut-être des fois s'abstenir quand il n'y a pas vraiment de révolution, comme on aime dire, comme c'est un peu le cas ici avec ce Galaxy Note 9. Est-ce que finalement, enfin cette habitude qu'on a pris depuis 2007, depuis la présentation du premier iPhone, de faire des keynotes et des présentations à chaque flagship, à chaque fleuron, est-ce qu'on pourrait, maintenant que les choses sont devenues complètement matures et stables, est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer à en faire autant ? Je pose la question, quoi. Je pense que ça l'est pas à partir du moment où ils n'ont pas compris ce qui faisait Apple, en fait, qu'est la simplicité. C'est-à-dire qu'Apple va jamais chercher à faire des trucs extrêmement compliqués, tandis que Samsung, il y a aucun fil rouge. Ils font venir un mec qui fait des dessins, un mec qui fait machin, qui va faire un concert, etc. On va montrer le Dex et après Bixby. C'était insupportable à regarder. Je comprenais pas ce que je regardais. Vraiment, faites plus simple, les gars. Pour revenir sur le smartphone en lui-même, le double problème de Samsung en plus sur ce produit-là, c'est que depuis quelques années, en particulier depuis l'année dernière, ils lancent 2 Galaxy S en début d'année. Donc là, c'était le Galaxy S9 et le Galaxy S9 Plus. Et le Galaxy S9 Plus, c'est un Galaxy S9 plus grand, d'où le nom Plus qu'ils ont pris à Apple d'ailleurs. Il a un écran de 6,2 pouces. Et là, le Galaxy Note 9, il a un écran de 6,4 pouces, ce qui fait énormément de différence, ou pas. Et non, enfin, toujours est-il que... Et c'est le même processeur, et en fait, c'est la même appareil photo. Et on se rend compte que 6 mois après, en fait, il n'y a presque pas de différence entre les deux appareils, si ce n'est le stylet et la batterie un peu plus grande. Mais est-ce que ça méritait vraiment de sortir un nouvel appareil ? Pareil, je suis pas sûr. Est-ce que le stylet aurait pas pu être un accessoire du S9, par exemple ? Voilà. Et c'est un manque de lisibilité de la gamme qui devient un petit peu problématique, mais qui s'applique un peu à l'univers des smartphones au sens large. Et là, je suis négatif, alors que le Galaxy Note 9, pourtant, c'est le meilleur smartphone. Ça sera le meilleur smartphone de la fin de l'année, avec, selon les préférences, le Pixel de Google et l'iPhone d'Apple. Chacun ira chez le fabricant qu'il préfère, quoi. Mais objectivement, c'est une affaire de préférence, quoi. Ce sera pas un mauvais smartphone, loin de là, quoi. Il aura toutes les meilleures caractéristiques, il aura une très bonne autonomie, il fera des très bonnes photos, il sera très fluide. Voilà, il a tout ce qu'il lui faut. Il a beaucoup de stockage, d'ailleurs. 128 Go pour le modèle de base. Ça, pour le coup, c'est vraiment une nouvelle étape. Il est 1 terabit ready, donc il peut aller jusqu'à 1 tera au passage, ce qui me paraît complètement dingue pour un smartphone. Alors justement, c'est marrant parce qu'on liste un petit peu tous les éléments qui montrent que le produit, l'industrie en tant que telle, elle est intéressante, elle est bonne. Aujourd'hui, c'est difficile de se tromper quand on prend un smartphone aujourd'hui, surtout un smartphone haut de gamme, parce qu'on a quand même des bonnes performances, on a du sérieux derrière dans la fabrication, on a quand même un manque de lisibilité dans les gammes et dans les promesses des usages. Et du coup, on a aussi un sentiment de malaise quand on en avait déjà parlé, c'est pas une nouveauté qu'on va annoncer dans cet épisode, mais cette exclusivité Fortnite qui est seulement de quelques jours sur Samsung, et à la limite peut-être même ce qui serait plus intéressant à discuter, mais je pense qu'on va pas s'attarder sur le sujet, c'est donc Fortnite qui propose qui est disponible en téléchargement en dehors du Play Store. Et ce qui est juste rigolo pour le petit clin d'œil, c'est le fait que le Play Store affiche un résultat quand vous tapez Fortnite qui est « Nous n'avons pas Fortnite sur le Play Store », grosso modo, et aussi que Fortnite, dans sa démarche, juste pour remettre les choses dans leur contexte, pour installer une application sur un smartphone Android qui n'est pas disponible sur le Play Store, il faut accepter les sources inconnues. Enfin voilà, c'est une option qu'il faut cocher, qui peut faire peur à ceux qui font attention à ce qu'ils installent sur leur smartphone, et ils ont bien raison. Et donc du coup, Epic, la société qui diffuse Fortnite, demande à désactiver cette option pour justement qu'on puisse installer l'application en dehors du Play Store sur Android. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que vous avez installé Fortnite, il y a une petite notification qui vient, qui pointe et qui dit maintenant que vous avez installé Fortnite, grosso modo, vous pouvez désactiver cette option et retrouver la sécurité de votre smartphone. Donc voilà, on sent que c'est pas tout fluide dans l'installation de Fortnite, mais on comprend évidemment les raisons, on va pas revenir dessus. Juste pour revenir sur cette annonce et sur la lisibilité de la gamme des smartphones par rapport à la promesse du produit, je voudrais aussi qu'on cite typiquement la pub qu'on a vu passer qui compare le Samsung Galaxy Note 9
l'iPhone 10 où, alors c'est on va dire un thème créatif récurrent dans les dernières pubs Samsung, où c'est grosso modo un client qui vient en Apple Store, qui décrit les avantages d'un produit Samsung et du coup le genius, le vendeur de l'Apple Store qui se retrouve tout embêté parce que les arguments des iPhones ne sont pas convaincants face au Samsung. Et du coup, c'est une discussion de fond qui est menée, je trouve, dans l'univers de la tech ces dernières semaines. C'est le fait que vraisemblablement Samsung aurait peut-être tendance à se tromper d'adversaire à force de s'opposer systématiquement à Apple et à l'iPhone, parce qu'à côté, il y a des acteurs, c'est relayé dans les derniers rendez-vous tech, dans tous les bons podcasts tech, il y a plein d'acteurs qui proposent des produits au rapport qualité-prix très intéressants, qui n'ont pas forcément les mêmes promesses que les hauts de gamme, mais des acteurs avec des marques telles que Xiaomi, dont on a déjà parlé, qui proposent des produits qui sont, à mon sens, peut-être des concurrents beaucoup plus sérieux pour les smartphones Android de Samsung que l'iPhone. Et d'ailleurs, Xiaomi qui met les bouchées doubles en lançant une nouvelle marque dont le nom peut prêter à sourire, qui est la marque. Enfin, en tout cas, le premier produit sera le Pocophone F1 qui serait donc proposé en Inde. Du coup, est-ce que Samsung se trompe pas un petit peu d'ennemis, Léo, quand on voit tout ce qui se passe? Est-ce que finalement, il ferait pas mieux de s'inquiéter d'autres concurrents qu'Apple? Bah, non seulement ils se trompent d'ennemis, et puis je suis pas certain qu'ils aient implanté un ennemi dans leur communication, en fait. Et ils ont toujours fait ça, je comprends pas. Mais le deuxième vendeur de smartphones, s'il faut aller dans les chiffres, c'est pas Apple. Il me semble que c'est Huawei qui est passé devant. Et je pense pas c'est un signe, ça, hein. Pardon ? C'est un signe, ça, justement. Hein. Ouais, non, mais complètement. Donc oui, non, moi je comprends pas cette stratégie. J'ai vraiment le sentiment en fait que du coup, les fans de Samsung ne sont pas des fans de Samsung, mais ils ont simplement un ennemi en commun. Et il suffit de regarder les commentaires sous cette pub qui est horrible. Je pense que c'est la pire. Je l'avais pas vue avant de lire le conducteur, mais elle est insupportable cette pub. Je comprends même pas l'objectif en fait de la pub. Il suffit de lire les commentaires pour voir que du coup les nouveaux fans de Samsung sont d'anciens haters d'Apple. Je comprends pas du tout la stratégie. Ils font ça tout le temps. J'ai absolument rien appris sur le smartphone en regardant la publicité, mais c'est pas grave. Et toujours la même conclusion, des bons smartphones, des bons produits, mais finalement tout ça enrobé avec des présentations, des pubs et de la communication qui est un peu déroutante. Kassim, peut-être un dernier mot sous ce panorama des smartphones en cet été 2018 ? Ouais, faut pas négliger l'annonce de Fortnite sur Android. Elle a même mieux, c'était à couteau tiré un peu avec l'annonce du Galaxy Note 9. C'était même plus populaire que le Galaxy Note 9 en fait. C'est quand même un truc qui est très attendu, Fortnite. C'est vraiment le phénomène, on le redira jamais assez, je pense. Et je pense qu'on se rendra jamais assez compte à quel point c'est plus gros que nous, quoi. Alors que c'est injouable sur mobile, on est d'accord. C'est pas que moi qui suis particulièrement mauvais. C'est pas si mal foutu que ça. Hein. Ah, c'est moi qui suis mauvais. C'est pas si mal foutu que ça. Oui, par contre, t'es peut-être mauvais. Mais le problème, moi, que j'ai, c'est que c'est très bien, Fortnite arrive sur Android, etc. Mais il me semblait que le Galaxy Note, c'était quand même le smartphone professionnel de Samsung. Je capte pas. Mais ça, c'est toi qui te mets dans cette tête-là. Mais Apple, il te. Parce que du coup, quel intérêt de faire un Galaxy Note avec un écran un petit peu plus grand et un stylet? Oui, c'est pas pour faire des dessins. Après, l'exclu Fortnite, si je dis pas de bêtises, elle est dispo sur l'ensemble des smartphones, des smartphones Samsung, oui. Des flagships de Samsung, hein, c'est ça, c'est pas sur le Note 9. Même la tablette de Samsung aussi. Mais je veux dire, je l'invente quand même pas quand Samsung dit, alors oui, pour les professionnels, pour améliorer votre productivité tout au long de la journée, nous avons mis une super batterie, et 2 secondes après, c'est, il y a Fortnite maintenant, et il y a un skin Fortnite. Oui, mais quand t'as un iPhone, ils te font monter Miyamoto pour te montrer Super Mario, et l'instant d'après, ils te montrent un autre truc. Mais l'iPhone, c'est l'iPhone pour tout le monde. Moi, je comprends pas pourquoi il y a encore un Galaxy S9 et un Galaxy Note 9. Je capte pas pourquoi. On a encore un problème de lisibilité de cette gamme. Ouais. Après, c'est une année. Je pense qu'il faut se rendre compte que, à mon avis, c'est l'année en creux de Samsung. Enfin, maintenant, ils ont un rythme qui est assez standard dans l'industrie d'avoir un smartphone sur une année sur 2, tu sais, de battement sur les innovations, quoi. Là, on est un peu sur l'année en creux. Sur les ennemis, je suis assez partagé dans la mesure où je pense que le concurrent direct de Samsung, c'est encore Apple pour le moment en termes d'image de marque. Donc je comprends pourquoi ils s'y attaquent. Et faut savoir que ces pubs sont diffusées aux États-Unis et qu'aux États-Unis, c'est pas le même marché que le reste du monde. Et aux États-Unis, Apple est encore le premier vendeur de loin de smartphones. Enfin, ils ont des parts de marché énormes et c'est par rapport au reste du monde.
c'est une anomalie en fait. Les États-Unis, je crois que les États-Unis et le Japon, c'est quelque chose comme 40 ou 50% de part de marché pour l'iPhone, alors que dans le reste du monde, ils sont à 15-20%, quoi. Oui, t'as raison. Et puis c'est aussi une déformation, je pense, du fait qu'on suit l'actu tech là un petit peu dans notre univers. Et c'est-à-dire que oui, le grand public ici en France va pas être exposé à ces mêmes publicités. Voilà. Bien sûr. Mais c'est pas avec ce genre de pub que ça va changer, hein. Non, parce que ça, c'est à Samsung de voir ce qu'ils font avec leur clairement, la pub, littéralement, ça tient en 2 phrases, hein. C'est oui, vous avez vu le nouveau Samsung, machin, il est hyper puissant. Vous savez ce qui est puissant, c'est de pouvoir déverrouiller son iPhone avec un regard. Oui, le Samsung le fait aussi. Bon, déjà, on va pas commencer à comparer les reconnaissances faciales qui sont quand même pas exactement pareilles. Et après, oui, mais avec iOS 12, on peut FaceTime jusqu'à 32. Bah ouais, mais ça sert à rien. Et là, il y a une phrase, upgrade to Galaxy. Quoi? Quel est le message? Je sens qu'ils t'ont choqué un petit peu. Mais du coup, sur les autres concurrents, par contre, oui, vous avez raison qu'en Europe, c'est plutôt Xiaomi et Huawei qui sont en train de bouffer la part du lion. J'avais fait un article il y a pas longtemps justement sur Samsung à ce sujet, et effectivement, tu as Huawei et Xiaomi qui ont une croissance de genre 40%, 40 à 50% de trimestre en trimestre. Enfin, sur un trimestre de l'année sur l'autre. Alors que Samsung était plutôt lui en baisse en fait, en baisse légère puisque le marché stagne. Donc tout ça pour dire que oui, Huawei et Xiaomi sont en train de prendre le marché et donc c'est à Samsung après Samsung va devoir réagir quoi, là-dessus. Et puis un dernier mot. Alors en plus ça me permet de raconter ma vie, donc j'en suis d'autant plus ravi. Mais Xiaomi c'est aussi une boîte qui, de mon point de vue, arrive presque à faire au moins aussi bien que Samsung sur une réponse concrète d'écosystème. C'est-à-dire, je m'explique, il n'y a pas que le smartphone. Cette société est en train d'arriver avec des produits qui apportent des solutions à des usages d'aujourd'hui qui sont super convaincants, notamment des accessoires pour la domotique. Il n'y a pas que le smartphone, quoi. Il y a des accessoires pour la maison connectée. Il y a cette trottinette dont moi je suis tombé fou amoureux là depuis que je me suis occupé il y a quelques jours. Une trottinette électrique. Enfin, j'ai le sentiment que au-delà de cette concurrence sur laquelle Samsung, à mon avis, se trompe d'adversaire, il y a aussi des acteurs qui arrivent non seulement de manière très crédible sur le terrain historique que sont les smartphones pour l'usage perso, mais aussi sur plein d'autres réponses auxquelles aujourd'hui les autres acteurs n'apportent pas de réponse, pas de nouvelles propositions, et c'est peut-être aussi ça qu'il faut surveiller du coin de l'œil. Moi, je maintiens juste pour finir une chose depuis des années que je le dis, c'est que Samsung ne sera pas un grand acteur de la vente de smartphones. Pour moi, ce sera un grand fabricant, puisqu'il y a des écrans que seuls eux savent faire, etc. Ils sont très très bons techniquement, mais je pense qu'il y a des gros problèmes dans la gestion, dans le message, dans la communication, dans le fait de foutre un putain de bouton Bixby. Voilà, ça par exemple. Ce genre de choses, moi j'ai vraiment du mal, et je pense qu'ils tiendront pas non plus des décennies. Ça reste un excellent fabricant par contre. Ouais, juste pour conclure sur le Pocophone, t'en parlais rapidement, cette nouvelle marque et ce nouveau smartphone lancé par Xiaomi. T'as parlé d'un lancement en Inde, il sera aussi lancé en Europe, et on a eu l'invitation pour l'annonce en France. Donc ça nous concerne aussi. Une marque de plus pour un même constructeur, mais une force de plus peut-être pour séduire les gens. On pourrait parler encore, quand on parle de Samsung, on pourrait parler de cette enceinte qui est pas sans évoquer le HomePod. On va pas tout détailler, mais encore une fois, peut-être la conclusion qu'on peut en faire, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que ce sont d'excellents produits, et peut-être que la façon de l'amener au grand public pourrait être un peu parfaite. Bon, parfait. On va faire une transition et comme le veut la tradition, on va parler 2 minutes de la plateforme Patreon. Juste pour vous inciter, vous qui écoutez le Rendez-vous Tech, à soutenir l'émission sur Patreon avec des sommes qui souvent représentent à titre individuel qu'un ticket de bus ou un métro par semaine. Mais ça permet évidemment, tout mis bout à bout, de générer une véritable rémunération. D'ailleurs, il y a Patrick qui s'est expliqué un petit peu sur Patreon sur la manière dont était reçu ce financement et comment c'était utilisé. Donc il fait preuve d'une transparence que même certains politiques ne font pas preuve. Donc bravo Patrick. Et puis dans la place qui est la mienne aujourd'hui, je peux que vous inciter à soutenir aussi Patrick pour tout ce qu'il a mis en place, peut-être même involontairement inspiré chez nombre d'autres acteurs du monde du podcast, de la vidéo en ligne. J'en sais quelque chose. Et puis en soutenant le Rendez-vous Tech, vous contribuez aussi tout simplement à continuer à faire vivre ce média indépendant, unique en son genre. On compte sur vous. La tradition le veut, c'est de pas dépasser trop des épisodes trop longs, donc je vois le fouet numérique qui s'abat sur moi, mais on ne va pas passer à côté de quelques news et rumeurs. On va commencer en parlant du tweet de trop. Est-ce le tweet de trop, en tout cas, de la part d'Elon Musk,
pas que le tweet, mais de l'annonce en tout cas de trop, où Elon Musk a parlé de stratégies qu'il envisageait de mettre en place pour Tesla. Alors, on va parler de sujets très financiers et on va peut-être pas les aborder dans leur intégralité. Il y aurait matière à faire des épisodes sur la finance de la tech à part entière. Mais juste pour dire que Elon Musk voudrait tout simplement sortir Tesla de la bourse, des marchés financiers et du coup de faire injecter un investissement que certains verraient du côté de l'Arabie Saoudite d'ailleurs pour financer Tesla, pour renflouer les caisses et puis être moins soumis à la volatilité de la bourse et soumis notamment aux différentes annonces. Alors on sent que c'est un combat qui mène, hein. Il avait annoncé il y a de ça quelques semaines qu'il voulait tout simplement mettre en place une espèce de plateforme de notation des journalistes et des canards en ligne pour rétablir la vérité sur son entreprise et on sent qu'il va être aussi moins soumis à la bourse, on sent qu'il en veut de l'action et notamment des commentaires qui sont faits sur Tesla. Et évidemment ceux qui avaient parié à la baisse sur l'action de Tesla se plaignent et ont commencé à porter un peu plainte parce qu'évidemment l'action a grimpé de manière conséquente suite à cette annonce. Alors dans les news et rumeurs, hein, je redonne un petit peu le contexte. Si vous voulez réagir, Cassim, Léo, vous n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis sinon on enchaîne pour enchaîner les petites news. Donc pas de réaction de votre part, c'est ça? J'ai beaucoup parlé pour Samsung, je te laisse. Cassim, pas de réaction sur Tesla? Ah, on a perdu Cassim, non? Allô? Cassim, quelle erreur. Oui, je me suis muté. Voilà. Alors, pas de réaction sur Tesla? J'ai oublié de me démuter. Fallait bien que ça arrive. Donc je disais juste que c'était la dernière musquerie en date, mais il en est pas à son premier épisode là. Et je pense qu'il va surtout falloir bientôt qu'il débranche Twitter, le bonhomme. Il va falloir lui faire comme les présidents américains, il va falloir lui retirer l'accès à Twitter. Le prochain combat de l'Union européenne serait les ports de recharge de nos smartphones. C'est la Commission européenne qui a commencé à évoquer le sujet par la voix de Margrethe Vestager. J'ai toujours du mal à prononcer le nom de cette personne, mais vous savez, c'est elle qui est derrière notamment l'annonce de la condamnation de Google dont on avait parlé il y a de ça plusieurs épisodes, l'amende record, et qui a commencé à dire que il y avait eu une espèce d'entente et d'accord des principaux constructeurs de smartphones, Apple, LG, Motorola, enfin bref, on va pas tous les citer, mais pour créer des chargeurs qui soient tous au même format, notamment en capitalisant sur le format micro USB. Par contre, les choses évoluent un petit peu parce que déjà il y a la technologie qui évolue, donc évidemment ce format micro USB, il évolue lui pour arriver maintenant sur l'USB-C, type C pour notamment les smartphones haut de gamme. Et puis on a Apple qui continue à faire la course un peu sur un autre terrain avec son port Lightning. Alors est-ce que l'Union européenne, après avoir fait trembler, façon de parler, Google avec une amende record sur ses pratiques anticoncurrentielles avec Android, va arriver à faire plier tous ces constructeurs pour qu'ils parviennent tous à utiliser le même port de recharge? Vous avez des spéculations là-dessus? Il y a une notion importante. Il me semble que l'idée, c'est qu'il y ait un seul bout du câble qui soit universel, qui soit USB-C. Il me semble que si Apple met avec son iPhone un câble USB-C vers Lightning, ça rentre totalement dans la loi. Donc en gros, c'est de fournir quand tu vends ton appareil de quoi être compatible avec le truc standardisé, quoi. Complètement. On suivra ce qu'il en est. On sait à quoi sert Alexa, on en a bien parlé de ces assistants connectés, mais c'est nouveau, on sait à quoi ne sert pas Alexa, contrairement à ce qu'on pensait. Alexa n'est pas très utilisé pour passer des commandes sur Amazon, c'est quand même le comble. Seuls 2% des utilisateurs d'Alexa s'en servent pour passer commande sur Amazon, malgré le nombre d'assistants Echo qui ont été commercialisés. Et pire, 90% des personnes qui ont acheté quelque chose sur Amazon via Alexa ne réitèrent pas l'opération. Bon, et en fait, quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est pas très très pratique d'acheter des choses sur les assistants connectés. Je pense qu'on a encore besoin d'avoir ce retour visuel, cette espèce de confirmation du prix, de la tête du produit. Et finalement, quand on y réfléchit, ça paraît assez naturel. Vous achetez, vous, des produits avec les assistants connectés? Alors faut se servir des assistants connectés. Oui, alors c'est le même problème pour moi. Voilà, déjà, donc pour acheter encore moins. Je m'en sers un tout petit peu pour les lumières de temps en temps, pour lui demander la météo et pour lancer un minuteur, mais sinon pas vraiment. Donc alors pour passer des commandes sur Amazon, non merci. Ouais, j'ai pas un seul assistant connecté non plus. Enfin, je l'utilise vraiment jamais, quoi.
Et non, ouais, du coup, pas pour passer tes commandes. Surtout, je vois pas comment. Enfin, je comprends très bien le petit 2%, parce que je vois pas du tout comment tu pourrais passer commande sur Amazon avec un truc vocal. Déjà que sur Amazon, pour s'y repérer, même en visuel, c'est pas toujours facile. Alors en vocal. Tu sais que on fait des procès sur la tronche du site Amazon, mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est du wireframe, hein, ce site, et du coup, c'est clairement assumé de leur part de pas mettre d'éléments de vraiment de design sur le parcours de commercialisation. C'est-à-dire qu'ils font vraiment la structure en squelette du site et ils la mettent en ligne comme ça. Je ça se voit un peu, mais du coup, ça se voit, mais pourtant, tu vois, ça les pénalise pas au niveau de leurs résultats en termes de commercialisation. Et d'ailleurs, il y aura une mise à jour chez Alexa qui va lui permettre, tenez-vous bien, c'est compliqué, il faut suivre, hein, qui va permettre à Alexa de se rappeler, de rappeler à bon bref, en gros, quand vous lui demandez quelque chose qu'elle ne sait pas faire, elle va dire qu'elle ne sait pas le faire, mais elle va apprendre à le dire, et plus tard, quand vous allez peut-être lui redemander de faire quelque chose, elle va vous dire qu'elle a appris à le faire. Vous m'avez pas suivi ? Bon, moi non plus. Du coup, elle le rappelle Alexa pas, va en fait. devenir Il faut lui intelligente. redemander plus tard. Non, elle va pas plus tard dire qu'elle a appris à faire quelque chose, mais par contre, quand on va lui redemander quelque chose d'analogue, elle va dire « Ah, au fait, l'autre jour, tu m'avais demandé un truc, j'ai pas su y répondre, mais maintenant, je sais faire. » D'accord. Notre exemple était beaucoup plus clair que mon explication, du coup, Léo. Oui, complètement. Apple Pay qui progresse, on savait pas trop comment ça allait vivre à moyen et long terme. Apple Pay progresse fortement dans le monde, notamment, et ça cumule plus de 250 millions d'utilisateurs. Donc l'augmentation est évidemment très significative puisque c'est les derniers trimestres, c'est plusieurs centaines de pourcents d'augmentation, en sachant que ça augmente partout, sauf aux États-Unis où il y aura une petite baisse. Donc à voir s'il y a un palier qui nécessite d'être franchi aux États-Unis, mais en tout cas c'est un usage qui s'est installé. Le problème aux États-Unis, c'est surtout de pouvoir payer sans contact. Ouais, ils ont pas de terminaux. En fait. C'est très compliqué là-bas, donc le souci il est là. Mais sinon Apple Pay, ça m'étonne pas du tout. Moi, je l'utilise constamment avec mon Apple Watch et c'est un pur bonheur. Moi, je ne peux que te suivre encore là-dessus, mais on va encore une fois me traiter de fanboy, donc il faut pas que je le fasse. Snapchat qui souffre suite à sa refonte. Et on va pas rentrer dans les détails là non plus des chiffres, mais grosso modo, le nombre d'utilisateurs baisse sur Snapchat et c'est une avancée assez nette. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est quand même en train rapidement de passer à côté de la hype de Snapchat. Elle est morte depuis longtemps la hype. C'est terminé. Elle est morte et enterrée. Vous connaissez le cycle de la hype, hein, qui est cette qui vise à dire qu'au début il y a une explosion, mais qu'ensuite, en gros, l'intérêt baisse de manière énorme, et on a l'impression que ça va s'oublier, et puis ça revient. On va voir si ça va revenir Snapchat sur le devant de la scène. Des fois, il y a des trucs qui repartent et ils reviennent jamais. Hein, ça veut pas dire que c'est systématique, effectivement. En tout cas, il y a un prince saoudien qui y croit beaucoup et qui a investi 250 millions de dollars dans Snapchat. Donc, en tout cas, il va peut-être y avoir quelques ressources financières. Dans la famille des produits qu'on a attendus, qui sont venus, mais on ne sait pas s'ils vont rester, il y a Magic Leap, qui est cette espèce d'interface de réalité augmentée qu'on nous a teasé pendant des années et qui était promise comme révolutionnaire. Plus le gros scam de l'histoire. Plus le temps avance, plus on se rend compte qu'il a été tellement teasé qu'on est de plus en plus déçu, que ce soit en gros l'angle de vue qu'on a avec les lunettes qui est quand même assez important et qui est finalement pas si énorme que ça, des prix pharaoniques et puis des usages qui sont toujours pas convaincants. Est-ce que Magic Leap ça achève de vous convaincre que ce sera pas un produit qui va se répandre dans tous les foyers, Cassim, Léo? Moi ça fait depuis le début, enfin j'ai jamais cru quoi, en gros je fais partie de ceux qui ont... On n'était pas beaucoup quand même, hein, parce qu'il y en avait beaucoup de gens qui étaient hypés dans les démos, les premières vidéos, quand tu sais on voyait rien de l'appareil, mais qu'on nous vendait des effets spéciaux incroyables avec des baleines qui sortaient du sol ou je sais plus quoi. Bref, j'y ai jamais cru. Donc je suis pas vraiment, du coup je suis pas déçu par quelque chose que j'attendais pas, mais je suis plutôt content de voir confirmation que j'avais raison comme toujours. Non pas du tout. Mais par contre est-ce que c'est vraiment surprenant qu'une startup ait pas réussi à faire ou en tout cas elle est en train de réussir à faire aussi bien que ce que Microsoft avait fait avec des millions, tu vois, avec un investissement monstre. Et tout leur matériel de recherche pour HoloLens quoi.
Je sais pas si c'est vraiment si surprenant que ça. Bah moi, pour le coup, Léo, convaincu ou pas? Pour le coup, je suis un peu déçu parce que je pensais être le seul, l'unique à avoir ce témoignage dans l'émission. Et en fait, non, je ne vais pas passer pour un voyant, mais je m'y suis absolument jamais intéressé non plus. Donc voilà, aucune déception du côté de Magic Leap. Bon, ça passera pas par Magic Leap pour la réalité augmentée, en tout cas pas cette version. Bon, rapidement, TCL, qui est cette société chinoise qui est connue pour proposer des vieux produits nostalgiques et de les remettre un peu au goût du jour, va vous proposer bientôt un Palm, mais sous Android, donc avec un bon vieux clavier mécanique que beaucoup regrettent, donc peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont être tentées par ce Palm. Dans la rubrique des agendas, vous pouvez sortir votre agenda et puis cocher des petites cases. Le Google Pixel 3 et Pixel 3 XL, ce sera le 4 octobre pour leur annonce. C'est bien ça. Hydrogen One de Red qui peut-être a moins de crédibilité ou moins d'intérêt parce que visiblement c'est un smartphone révolutionnaire avec un écran comme vous n'en avez jamais vu avec des technologies de dingue, mais bon, beaucoup spéculent sur le fait que ça va être un vrai flop. Ce sera en tout cas le 2 novembre. Et puis dans la rubrique agenda, il y a une case que vous pouvez cocher depuis quelques jours, c'est évidemment Android 9 Pie, comme une tarte qui est dispo depuis pas mal de jours. Et puis un élément moi que je relevais dans Android 9 sur cette intégration, c'est que il y avait les launchers alternatifs, là, vous savez, les interfaces, ceux qui utilisent Android savent bien qu'il y a cette interface que vous pouvez hautement personnaliser. C'est d'ailleurs une force d'Android, hein. Vous n'avez pas cet alignement d'icônes régulier qu'on a systématiquement sur iOS, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aller assez loin dans la personnalisation de votre smartphone. Et il commence peut-être un peu pénalisé par cette nouvelle version, puisqu'il y a des éléments d'Android 9 qui sont du coup pas implémentables par ces lanceurs alternatifs. Cassim, est-ce que tu peux peut-être en retoucher un tout petit mot éventuellement, si jamais tu as suivi? J'ose penser que oui. Oui, non, mais je crois que t'as tout dit. En fait, on a l'impression que c'est un peu Google qui petit à petit, version après version, veut reprendre la main sur son système. Il y avait déjà ça faisait déjà quelques versions qui avaient eu des petites limitations sur les lanceurs alternatifs, des limitations que les lanceurs alternatifs pouvaient faire sauter en demandant l'autorisation à l'utilisateur. Donc jusque-là, c'était pas trop pénalisant. Je me rappelle par exemple de l'ajout de widgets ou ce genre de choses qui étaient un peu bloquées. Là, c'est un peu plus bloquant, c'est sur la nouvelle vue multitâche, parce qu'en fait, une des nouveautés d'Android 9, c'est le fait de pouvoir remplacer les boutons de navigation par une barre en bas qui permet de gérer la navigation dans son OS, ce qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Bien sûr. Et donc Léo, tu peux réagir à tout moment si tu veux. Et donc cette nouvelle interface toute neuve, voilà, il y a une nouvelle interface multitâche et donc les lanceurs peuvent pas avoir la main dessus et donc ça pose des problèmes. Rapidement, juste pour un petit mot sur l'agenda dont tu as parlé juste avant. Palm, apparemment, ce sera un tout petit téléphone, donc on verra s'ils font. Peut-être qu'ils feront un truc intéressant. Ce serait vraiment un écran, il y aurait un écran de 3 pouces en fait et quelques, donc vraiment quelque chose de tout petit qui tiendrait sans problème dans la poche. Pourquoi pas. Et pour le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, ce qu'on attend surtout, c'est une éventuelle sortie en France, puisqu'on est un des seuls pays un peu, par exemple d'Europe de l'Ouest, je crois, à ne pas avoir la gamme Pixel. Incompréhensible. Et je pense que là, pour cette génération-là, mark my word, je pense que c'est bon pour la génération, la Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Je pense qu'ils seront commercialisés en France, mais on verra. Je me rappelle qu'on disait ça pour les deux, hein. On oui, disait qu'on ferait disponible en France. On verra ce qu'il en est. Voilà, moi je fais le pari pour le 3. Et puis Android 9, ce qui est cool, c'est que il y a quand même quelque chose qui avance aussi sur l'implémentation sur les différents smartphones, puisque typiquement il y a pas mal de smartphones, il y a des listes qui s'allongent, hein, qui profiteront très très rapidement d'Android 9, bien plus vite que les précédentes versions. Donc alors ça c'est aussi très cool. C'est vrai que c'est important, on en parle souvent de la fragmentation. Enfin, depuis le début d'Android, on parlait de la fragmentation, et là pour le coup, c'est une vraie bonne nouvelle que Google a fait beaucoup d'efforts sur les dernières versions d'Android en fait pour essayer de réduire cette fragmentation à l'avenir. Et en fait, là, Android 9.0 Pie, c'est les premiers fruits de ce travail. Donc, par exemple, il y avait Project Rebel, des choses comme ça, qui permet en fait aux fabricants d'installer plus rapidement les mises à jour, de les développer plus rapidement pour leur smartphone. Et on a eu là le meilleur exemple possible, c'était le Essential Phone qui avait été lancé en 2017, qui a reçu la mise à jour le jour J en même temps que les smartphones Pixel. Donc ils ont vraiment, voilà, c'est un fabricant tiers qui a lancé la mise à jour le même jour que Google. Donc ça montre que voilà, les efforts de Google sont en train de payer sur ce sujet-là, quoi. Et tant mieux, franchement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je vais peut-être passer sur Android d'ici 10 ans, on sait pas. Hein.
Oh, la mauvaise langue. Oh, non, vraiment, j'aime beaucoup ce que Google fait à Android et encore plus leur smartphone. Bon, ils sont moches malheureusement, mais leurs smartphones sont excellents. Ah, ça dépend, il y en a pour tous les goûts quand même. Mais typiquement le Essential Phone. Ouais, non, les Pixels, les ils sont moches, ils sont très très moches. Ouais. Bon, ça fera pas l'unanimité. Les appareils reconditionnés seraient-ils les produits d'avenir? Finalement, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais ça reste des solutions qui peuvent être super intéressantes pour des personnes qui voudraient pas faire exploser leur budget, mais pour autant profiter de smartphones plutôt intéressants. C'est tout ce marché avec des services en ligne qui vous proposent de commander des smartphones reconditionnés, donc qui ont été revus. D'ailleurs, il y a différents niveaux de vérification de la part de ces sociétés-là qui vous proposent des smartphones. Alors parfois ils sont un peu plus abîmés, parfois ils ont été intégralement tout bien revérifiés et ils sont comme neufs, et en tout cas c'est des pistes potentiellement pour faire baisser la facture, et la majorité politique réfléchit à la mise en place d'un taux de TVA réduit pour ces produits. Finalement après tout pourquoi pas, s'il y a des vertus écologiques avérées et si c'est un vrai bénéfice pour les consommateurs au final, après tout pourquoi pas. Puis c'est aussi dans les arguments avancés, il y a aussi la question de l'emploi, parce que c'est des usines de reconditionnement qui sont en France en fait. On sait pas fabriquer des smartphones, ça je crois que c'est assez établi que le design pour l'instant se passe surtout aux États-Unis ou en Asie, et la fabrication se passe en Asie. Donc c'est un marché de l'emploi qui nous a échappé. Et par contre, les usines de reconditionnement sont en Europe et en France plus particulièrement. Et donc c'est aussi pour faire tourner ce marché-là en fait. Que c'était envisagé. Et je trouve ça plutôt bien, pour le coup. Là, c'est une bonne idée. On a une news rapide, la flash, qui c'est dans la rubrique des news qui font plaisir aux invités, puisqu'évidemment Léo, qui est très présent sur sa chaîne YouTube, va forcément, j'imagine, s'en réjouir. On a des analyses d'audience en nombre de visites sur les 5 principaux sites aux États-Unis, qui évoluent pas vraiment dans certaines ordres de grandeur, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Facebook baisse de manière significative en termes de consultation, et YouTube continue en gros à être à peu près au même niveau, voire même progresse un petit peu, et ce qui fait que dans l'ordre, YouTube est en train de dépasser Facebook. Donc on présentait il y a de ça quelques mois la guerre qui se profilait dans les plateformes vidéo entre YouTube et Facebook. Bon, inutile de vous dire que le gagnant ne sera pas Facebook, clairement entre les deux, puisque la tendance semble assez significative, sauf à ce qu'il y ait des révolutions dans les services. Google reste très loin devant, derrière Facebook et YouTube on retrouve Amazon et incroyable, Yahoo qui reste dans les sites les plus visités. C'est invraisemblable ça. Je dirais qu'il ne faut pas enterrer IGTV trop vite. C'est ce que j'allais dire. Facebook peut-être pas, mais Instagram peuvent faire très très mal. Alors toi justement, un mot rapide, Léo, par rapport à ça. T'es présent sur YouTube, t'es aussi présent d'ailleurs sur Snapchat et sur Instagram. Plus vraiment. Ça fait alors tu y étais, moi je t'avais suivi pas mal de. Quand j'étais sur Snapchat, tu y étais aussi. Tu vois, ça c'est fait ça que je veux dire. on a arrêté en même temps alors. Et du coup Facebook, c'est du coup tu dois voir ça en te disant non, Facebook a pas su séduire les producteurs de contenu. Par contre Instagram, c'est quelque chose qui pourrait te pousser à faire du contenu en format vertical, construit pour. Alors Facebook n'a pas réussi à séduire les producteurs de contenu complètement. Je pense que le problème est surtout là, parce que je sais pas si vous avez déjà ouvert une page Facebook, mais c'est absolument abominable. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est que l'interface est horrible. Et puis il y a cette question de feed en fait. Vous savez jamais si les gens vont voir votre publication. Ça c'est terrible. C'est beaucoup plus présent que le problème par exemple sur Instagram. Il faut toujours poster, etc. C'est très complexe. Et puis c'est une interface absolument abominable. Instagram c'est différent. C'est très 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 bien fait. C'est l'endroit sur lequel les influenceurs, on va les appeler comme ça, préfèrent bosser, les marques aussi. Et IGTV, pourquoi pas? Moi je pense que je ferai pas de contenu, j'ai essayé une fois, mais j'ai un peu de mal quand même avec le contenu vertical qui dure en fait. Sur des stories, je trouve que ça a beaucoup de sens parce que c'est du 15 secondes maximum, donc je considère que je suis encore en train d'utiliser mon smartphone. Au-delà de 30-45 secondes, je considère quand même que je regarde une vidéo, donc je peux poser mon téléphone ou alors le maintenir de manière horizontale. Après on peut hacker un peu le truc, c'est pas obligé de faire des vidéos verticales, mais ouais, moi j'ai un petit peu de mal avec cet aspect-là, même si je pense que ça va cartonner.
En tout cas, faut revoir le format peut-être éditorial pour s'adapter. Plus que d'ailleurs une adaptation du format de l'écran, il y a aussi vraisemblablement une adaptation éditoriale parce qu'effectivement, on reste pas 1 heure sur un format vertical. Voilà. En tout cas, ça l'a pas prouvé pour l'instant. Bon, très rapidement, Spotify va innover, mais pour notre plus grand plaisir, j'ai l'impression. Ils vont nous proposer des pubs dans les accès gratuits. En tout cas, c'est un test qui est mené actuellement en Australie, mais qu'on va pouvoir virer. C'est quand même génial. Et en fait, Spotify dit, bah non, mais comme ça, on va pouvoir avoir des indicateurs sur ce que les gens apprécient comme pub et n'apprécient pas, puisque quand ils les auront zappés, c'est qu'ils les auront pas appréciés. Sauf qu'évidemment, à mon avis, le test, enfin, allez, je spécule, hein, mais le test va très vite se terminer en constatant que une immense majorité des pubs va être virée et qu'il y aura jamais de pub qui va satisfaire l'utilisateur, quoi. Et puis dernier clin d'œil pour le truc fun quand même, hein, il fallait pas passer à côté de ça. Vous savez Où est Charlie, ce jeu auquel vous avez peut-être joué petit, ou même peut-être que vous jouez encore à Où est Charlie, ce bonhomme avec ses rayures rouges et blanches, avec son bonnet et qui a toujours un regard assez ridicule, je dois dire, mais qui se cache dans des paysages toujours bien fouillés. Le but du jeu, c'est évidemment de le retrouver, et évidemment il fallait qu'un algorithme d'intelligence artificielle et des petits malins entraînent un algorithme à reconnaître Charlie pour le trouver. Le temps record, c'est 4 secondes pour retrouver Charlie sur un grand livre là. Vous pourrez aller voir le lien dans les notes de l'émission. Vous pourrez aller voir que c'est assez bluffant la vidéo à regarder, et ça montre à quel point ça bouleverse la plupart de nos usages. Et il y aura d'ailleurs un skin Charlie exclusif au Galaxy Note 9 sur Fortnite. Si ça vous intéresse. Ouais. Tu lâches pas l'affaire. Moi, j'allais dire que c'était une jolie façon de boucler avec le premier sujet dont on a parlé, puisque au début de l'été, c'était un peu le jeu où était Benalla sur toutes les photos du président. On cherchait où il était. Il était là. Tu vois. Oulala. Ouais, La boucle est bouclée, quoi. La boucle est bouclée, mais je te laisse la paternité sur cette blagounette de fin d'émission. Merci beaucoup en tout cas, ce sera tout pour l'actualité de cet épisode du Rendez-vous Tech. Promis, hein, vous retrouverez normalement votre Patrick adoré la semaine prochaine. Je pense qu'on a tous essayé de faire au mieux et on s'est tous défoncés pour faire le moins mal possible le remplacement de Patrick. À vos agendas pour l'IRL, comme on dit, hein, le rendez-vous dans la vraie vie qu'organise Patrick le 26 août de 14h à 16h. Toutes les infos sont sur FrenchSpin.fr. Il n'est pas impossible d'ailleurs que je m'y rende et qu'on puisse éventuellement s'y croiser si vous y allez. Ah bah j'y vais moi. Ah bah tu vois, peut-être qu'on s'y croisera. Comme vous êtes donc tous attendus, comme le veut la tradition, petit tour de micro pour vous permettre de retrouver les participants de cette émission. Léo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Eh bien principalement sur YouTube où je poste peu de vidéos, et aussi sur Twitter où je tweete beaucoup trop. Voilà. Bon, là, comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends des engagements pour la rentrée de rééquilibrer les choses ou pas? Écoute, sans doute. Donc, suivez Léo Duff, il y a des trucs peut-être intéressants qui arrivent. Parfait, merci Léo. Cassim, où est-ce que les auditeurs peuvent te suivre du coup? Alors on peut me retrouver sur frandroid.com et Numérama, et surtout sur Frandroid en fait. Et on peut me retrouver aussi sur Twitter @notcassim. Merci Cassim. De mon côté, je voulais très personnellement remercier Patrick de tout cœur pour m'avoir fait confiance pour animer le Rendez-vous Tech en son absence. Et puis il m'a donné aussi carte blanche sur le contenu éditorial, donc c'est très cool. Allez, on se va faire n'importe quoi. Comment? Ah non, on va être obligé de faire du montage après, ça va pas. Et puis tiens, pour l'occasion, pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur ce que je fais, je vous invite évidemment à découvrir, si vous le connaissez pas, un autre podcast sur la tech qui s'appelle Tech Café, où je pense qu'on traite des sujets régulièrement différents, sinon de manière complémentaire. Je vous invite évidemment à aller jeter un coup d'œil. Merci beaucoup pour nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, promis, vous retrouvez Patrick la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao. Ciao.